on l'a vu, Elinor Ostrom et son équipe a parcouru le monde pour comprendre et étudier les communautés de gestion des ressources, que ce soit des ressources en eau, des ressources de pêche ou encore des ressources forestières. Sur cette base, elle a essayé de comprendre selon quels attributs, selon quels principes communs les usagers parvenaient à gérer de façon durable leurs ressources. Je vous l'ai déjà dit, Elinor Ostrom était quelqu'un de résolument optimiste. Pour reprendre l'exemple de Gareth Hardin et du fameux pâturage partagé par différents éleveurs, Ostrom ne peut pas accepter, ne peut même pas entendre finalement que les éleveurs ne discutent pas entre eux, n'échangent pas entre eux sur le stock de la ressource, la façon dont ils vont mettre en place de nouveaux dispositifs de production, etc. Selon elle, les usagers, les êtres humains, sont des personnes qui dialoguent et c'est cela qui fait la qualité de la gestion communautaire. Alors l'objet de cette séquence, c'est justement de rentrer un tout petit peu plus dans les détails, en profondeur, et de comprendre quels sont les attributs d'une part de la ressource, ça c'est le premier point, et le deuxième point, quels sont les principes fondateurs de la coordination qui permet d'atteindre une gestion durable de la ressource. Alors pour ce qui concerne tout d'abord les attributs de la ressource, on peut en dénombrer 4 principaux. Alors il y en a un peu plus que cela, mais là je vous propose en fait une synthèse pour aller plus à l'essentiel. Le premier de ces attributs, c'est que la ressource ne doit pas avoir atteint un niveau de dégradation trop important. C'est assez intuitif, mais on n'en a pas forcément conscience de prime abord. Pour Ostrom, si une ressource, mettons une rivière, est extrêmement dégradée, totalement polluée, on ne peut pas attendre des usagers qu'ils se coordonnent pour l'entretenir. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont plus du tout intérêt à en faire usage. On ne peut plus pêcher dans cette rivière, on ne peut plus se baigner dans cette rivière. Alors pourquoi donc aller passer du temps à essayer de la gérer de façon durable? C'est un point vraiment central, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la ressource ait atteint un niveau de dégradation tel que les usagers ne se sentent plus concernés et intéressés à la gérer. Là, on voit aussi un des premiers fondements de la théorie d'Ostrom, c'est que les usagers doivent trouver un intérêt à passer du temps à se coordonner. La coordination chez Ostrom, c'est de l'argent, même si cet argent, c'est surtout pour le coup du temps que consacrent les fermiers ou les irrigants à la gestion de leurs ressources communes. Donc cette ressource, disais-je, ne doit pas être trop dégradée. Et les usagers, si elle est trop dégradée, soit passeront du temps à se coordonner pour essayer de la restaurer, soit quelque part l'abandonneront à son triste sort. Le deuxième point qui concerne l'attribut de la ressource, ce sont l'existence d'indicateurs. Et ça, c'est aussi un point important. Pour se coordonner, les usagers doivent connaître exactement le stock de ressources disponibles. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas évident en soi. On le verra à plusieurs reprises dans le cadre de ce cours. Pour ce qui est de la gestion des bassins versants, tels que le bassin du Nil, dont on parlera dans quelques modules maintenant, eh bien, pour la gestion de ces bassins versants, c'est très difficile parfois d'avoir une connaissance fine du stock d'eau, de sa renouvelabilité, des prélèvements existants. Et de fait, ce que nous dit Ostrom à travers l'existence d'indicateurs valables, c'est simplement le fait de disposer d'une information qui permette effectivement de piloter les prélèvements de la ressource de façon soutenable, sans aller vers la surexploitation. Une surexploitation qui, dans ce cas-là, ne serait pas voulue, mais qui ne serait que la conséquence de notre ignorance à tous du domaine de ressources et de sa quantité, de sa qualité. Voilà le deuxième attribut concernant la ressource. Le troisième est un dérivé du premier. Il concerne les questions d'incertitude, la prédictibilité. C'est-à-dire le fait que ces indicateurs dont je vous parlais sont non seulement importants de connaître à un instant T, mais également dans le futur. Que va devenir la ressource? Et là aussi, quelque part, cet attribut posé par Elinor Ostrom est extrêmement moderne. Dans un contexte où on s'interroge beaucoup sur les impacts du changement climatique, par exemple sur notre ressource en eau, comment anticiper le devenir du lac Léman derrière moi, le devenir du Rhône, du Rhin, du Danube ou du Mékong dans les 20 prochaines années?
c'est extrêmement difficile et Ostrom nous dit que finalement ces incertitudes peuvent peser dans la volonté et la capacité des acteurs à se coordonner pour faire usage de cette ressource commune. Le quatrième et dernier attribut qui concerne les ressources, c'est le périmètre. Et là aussi, c'est un enjeu déterminant. Pourquoi? Parce que pour les ressources en eau, c'est souvent très difficile de délimiter le périmètre exact de la ressource. La ressource a une fâcheuse tendance à s'infiltrer dans le sol, à se diffuser, parfois même au-delà des limites théoriques d'un bassin versant. La ressource en eau aussi, comme je l'ai déjà mentionné, transcende les frontières institutionnelles. Mais malgré tout, pour Ostrom, la connaissance du périmètre de la ressource est importante car il permet de mieux comprendre comment les usagers vont ensuite se mettre autour de la table pour gérer de façon pertinente la ressource. C'est bien la question du périmètre pertinent qui est posée. Si les usagers s'assemblent pour gérer une ressource, mais que l'essentiel des prélèvements ou l'essentiel de l'écoulement, de la matérialité de la ressource se situe en dehors du périmètre, ils n'auront pas d'impact réel sur son exploitation durable. Donc le périmètre, c'est à la fois le périmètre de la ressource et le périmètre de gestion de cette ressource. Mis à part les questions d'attributs et des attributs de la ressource en elle-même, Ostrom va aussi faire émerger toute une série de designs, de principes communs pour une gouvernance commune des ressources. Et en fait, elle va s'interroger sur pourquoi ces communautés, ces institutions de gestion communautaire de l'eau peuvent être durables dans leur management de la ressource. Elle va poser ces principes, en fait, de façon au départ assez intuitive, parce que ce qui n'est pas évident pour elle, c'est qu'elle va, après avoir parcouru le monde, avoir une foule d'exemples. Donc ce qu'elle va faire, c'est, elle est à l'époque, à ce moment-là, en sabbatique, en année sabbatique en Allemagne, et elle va essayer de rassembler de façon assez qualitative, spontanée, elle raconte d'ailleurs, elle le fait en cheminant, quels sont les principes communs qu'elle a pu observer à travers le monde, qui peuvent expliquer pourquoi la gestion communautaire peut être performante. Alors, le premier de ces principes, c'est le fait que les usagers doivent valoriser de façon satisfaisante la ressource. Et là, on revient sur les critères économiques et d'intérêt économique. Alors, ça peut être des intérêts monétaires ou non monétaires, hein, on s'entend, mais sur les intérêts économiques fondamentaux qu'ont les usagers à l'égard de la ressource. Si un usager n'accorde que très peu de valeur à une ressource, il est évident qu'il n'aura pas intérêt à aller passer du temps autour d'une table pour s'asseoir et discuter avec ses autres co-usagers. C'est le premier point. Le deuxième point est plus sensible pour le monde que nous connaissons. Il s'agit de s'intéresser au fait que les usagers doivent avoir une vision partagée de la ressource. Et là, je dirais qu'avec ce principe, Elinor Ostrom touche du doigt un enjeu majeur et contemporain. Le fait que, finalement, dans les communautés qu'elle a étudiées jusqu'alors, les irrigants népalais, les fermiers du Valais, en Suisse, ont chacun une vision commune de la ressource. Mais avec la diversification des usages, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, les usagers sont aussi de plus en plus divers et entretiennent des rapports de plus en plus variés à la ressource. Et de fait, cette vision partagée, commune de la ressource, est loin d'être un acquis pour la gestion durable. Et de fait, Elinor Ostrom met donc en évidence un principe qui a une réelle valeur, celui de la vision partagée, qui, dès lors qu'on s'intéresse à des grands systèmes, des systèmes de grande échelle, tels qu'un fleuve par exemple, ne va pas de soi. Le troisième principe concerne la question de la confiance et de la réciprocité. Ostrom, dans ce cas, considère que les usagers doivent collaborer entre eux dans un esprit quelque part égalitaire ou équivalent. Dans le monde idéal d'Ostrom, il n'y a pas de dominés et de dominants, mais simplement des fermiers qui partagent la même volonté de gérer l'eau en toute équivalence quelque part et qui peuvent discuter entre eux tranquillement. Cette confiance et cette réciprocité est le gage finalement de la soutenabilité de la coordination dans le temps. Le fait que les usagers vont se faire confiance, que l'éleveur sur le pâturage va savoir que finalement il n'y aura pas de passagers clandestins
et un autre éleveur qui lui fera concurrence et utilisera de façon égoïste ce même pâturage. Ensuite, quatrième principe de coordination chez Ostrom, c'est la question de l'autonomie. Après la réciprocité, la question de l'autonomie, justement, nous invite à considérer finalement que les usagers doivent être en capacité, en responsabilité du pilotage de leurs ressources. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis. Lorsque des usagers sont certes propriétaires, mais peuvent, du fait du truchement de quelques lois, de quelques dispositifs juridiques supérieurs, ne pas être en mesure de gérer de façon autonome leurs ressources. Cependant, chez Ostrom, le fait de définir et d'être capable, c'est-à-dire capable même, on va dire, par la Constitution, de définir ses propres droits d'usage, est un élément déterminant car il va faire que les usagers vont pouvoir travailler ensemble au devenir de la ressource en toute autonomie. Cette question d'autonomie irrigue également les deux derniers principes que nous allons voir maintenant. La capacité d'auto-organisation, c'est simplement le fait même d'être capable et en mesure de s'asseoir autour d'une table et de dialoguer. Ça peut paraître évident, mais ça s'apprend. Il y a des effets d'apprentissage qui sont en jeu, c'est-à-dire que ces usagers doivent être en mesure simplement de construire les bases du dialogue, d'avoir les données pour le faire et de pouvoir le faire dans un temps long, à de multiples reprises. Ça nécessite tout de même un certain degré de modernité dans le dialogue et d'écoute mutuelle que Ostrom met donc en évidence à travers cela. Et puis, dernier point, c'est la reconnaissance des régimes plus larges. Il est clair qu'Elinor Ostrom ne place pas ces communautés dans un monde sans État ou sans règles. Elinor Ostrom, en fait, considère que ces communautés, finalement, doivent avoir le support de régimes plus larges, plutôt qu'elles ne soient sanctionnées ou limitées dans leur action par des régimes plus larges. Je m'explique, on peut donner un exemple. Si une communauté tente de mettre en place ses propres droits d'usage, mais que l'État en limite la portée, l'État ne légitime pas son action, eh ben, elle ne pourra pas le faire de façon performante dans le futur. L'État doit donc soutenir, reconnaître cette auto-organisation, sinon elle ne fait pas sens et elle n'est pas légitimée. C'est cette question-là, centrale, de l'articulation entre l'État, entre les politiques publiques, les gouvernements d'une part, et d'autre part les communautés et leur gestion au quotidien de la ressource, qui est au centre des enjeux actuels de gouvernance communautaire des ressources naturelles. C'est cette question dont va traiter Émilie Dupuis dans la prochaine séquence, où on va voir, avec le cas de l'Amérique latine, comment aujourd'hui, en 2015, les communautés parviennent à faire perdurer des modes de gestion communautaire en lien ou en rapport ou parfois contre le gouvernement, l'État et les institutions de politique publique plus classiques telles que nous les connaissons.